Florence Avornin, bonjour, je suis ravie de te recevoir. Comment vas-tu? Bonjour, très bien. Et toi? Oui, je vais super bien, merci beaucoup. C'est vrai que, tu vois, rien que le fait de savoir que j'allais te voir ce matin, j'étais contente. Voilà, Merci. Moi aussi. merci. Donc, alors, je te présente pour les personnes qui ne te connaissent pas. Donc, tu t'appelles Florence Avornin, tu es ostéopathe et énergéticienne. Toutes les deux, on est également associées au cabinet à Venelle depuis peu. Et on peut dire de toi que tu étais une petite fille hypersensible et que tu travailles aujourd'hui justement autour des émotions. On va commencer, hein, on va rentrer dans le sujet direct. Justement, Ouais. je voudrais savoir, Florence, ce qui t'a poussée à faire ce métier. Et comment tu es passée d'une petite fille hypersensible à une thérapeute holistique, qui en fait qui s'intéresse à son objet dans sa globalité. Peux-tu nous décrire aussi du coup un peu ton enfance de petite fille hypersensible, parce que je sais qu'aujourd'hui c'est un sujet qui intéresse beaucoup de monde. Oui, oui, il y a beaucoup de contenu, beaucoup de choses à dire. La petite fille hypersensible, surtout hyper empathique que j'étais, a fait que j'ai voulu aider les autres déjà. Ce qui m'a vraiment déclenché déjà à être ostéopathe, on va dire, c'est là où j'ai aussi commencé à cerner ma sensibilité et le fait que je pouvais en faire quelque chose de ma sensibilité. C'était en première, il y a un stage. Je faisais un bac sciences et techniques de laboratoire. Et j'étais à un stage où on était en laboratoire et je regardais sur les lames de pétri le sang des gens. Et je voyais justement tout un tas de globules blancs sur la lame de pétri et quasiment plus de globules rouges. Et c'était affolant. Et donc, du coup, la biologiste me disait que c'était une leucémie. Et ce jour-là, je me suis dit, mais c'est pas possible de constater des maladies terribles comme ça et de rien pouvoir faire. Et de voir justement cette biologiste donner les résultats à cette personne en disant que la leucémie n'avait pas du tout bien évolué, je trouvais ça horrible parce que je me sentais complètement impuissante. Et du coup, là, j'ai commencé à me poser des questions et à me dire, mais qu'est-ce que je pourrais faire de ma vie pour aider les gens? Et en quinconce, avec ça, il y a eu ma mère qui a été malade, qui a eu un cancer. Et là, pareil, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? Et donc, j'ai commencé à me dire que j'irais dans la santé forcément, mais pas la médecine parce que c'était une approche qui ne me convenait pas, parce que justement, j'avais déjà une vision plus ou moins holistique des choses. Je ne pensais pas qu'un médicament pouvait régler des choses. Je pensais vraiment qu'il fallait remonter à la cause, et la cause étant, j'avais pas encore cette vision aussi globale, bien sûr, hein, là j'avais 17 ans, mais de me dire qu'on ne pouvait pas juste cacher un mal-être et c'est tout, et juste bourrer de médicaments pour attendre que ça passe. Et donc j'étais déjà soignée par l'ostéopathie depuis toute petite, en fait, c'était quelque chose que je connaissais, même si c'était pas encore très reconnu et trop dans les mœurs, mais je connaissais déjà et j'ai pensé à ça et je me suis dit, waouh, ça serait génial. J'hésitais entre psychologie et ça. Et puis mes parents m'ont dit non, non, les psychologues, ils font la fac. Et la fac, on ne te voit pas dedans parce que justement, en étant hypersensible, j'étais quand même, j'avais beaucoup de mal à me concentrer. Je me dispersais. J'avais du mal à garder la moyenne en cours parce que difficulté à me concentrer. Donc voilà, des études plutôt cadrées et on est parti là-dessus avec quelques négociations quand même. Ils m'ont vraiment demandé si j'étais vraiment sûre parce que c'est une école privée. Et donc voilà, en mettant un pied dedans, ça a été quand même un gros challenge pour moi parce parce que je détestais l'école et que quand j'ai dit à mes parents, je veux faire 5 ans d'études, voire 6 parce que la sixième étant facultative, il s'est avéré que ça a quand même été 6 ans parce que j'ai quand même redoublé une année. Et du coup, ouais, ils m'ont vraiment demandé si j'étais sûre. Et même moi, je me suis étonnée parce que clairement, une fois le bac passé, pour moi, c'était liberté. Il n'y a plus d'école, il n'y a plus de cadre parce que rester dans un cadre, c'était abominable. Avoir une structure scolaire comme ça, j'arrivais pas. Vraiment, c'était une hantise.
Mais je suis quand même partie là-dedans parce qu'avec cette détermination de me dire, j'aiderai des gens. Alors, Et ça, excuse-moi, Florence, mais je me permets de t'interrompre parce que je trouve que c'est hyper intéressant ce que tu es en train de dire. Tu touches quelque chose qui va résonner parce que tu sais que j'ai une communauté de parents et notamment de parents d'adolescents. Et, ouais, et je trouve que tu vois, à travers ton histoire, justement, on touche du doigt l'importance de donner du sens et en fait, toi, petite fille qui finalement n'était pas bon, peut-être très forte à l'école, on va dire, ben, en trouvant le sens, ben, ça t'a permis de dépasser en fait peut-être peut-être ses lacunes, ses faiblesses, ce manque de concentration. Parce qu'on me demande souvent, on pose beaucoup de questions sur comment faire pour concentrer, pour les concentrer, les aider, etc. Mais justement, évidemment, il y a oui. des outils qui existent pour ça. Mais quand on trouve le sens, en général, là, après, c'est plus fluide. Ah, mais complètement. Complètement, c'est trop ça. Enfin, c'est d'ailleurs un peu la même chose. Finalement, on se dit, il y a le bac, on va vers le bac. Mais malgré tout, il n'y a pas de sens. Il y a un sens dans on va dire, ça permet de faire plaisir aux parents ou des choses comme ça. Mais nous, en soi, on ne sait pas pourquoi on doit aller jusqu'au bac. Il n'y a pas une vraie raison. Enfin, un diplôme, c'est pas un objectif qui nous fait vibrer à l'intérieur, clairement pas. Donc oui, voir plus grand, voir plus large et du coup trouver ses valeurs, je pense que c'est ça qui est important. Mm. Mais c'est une recherche qui est un peu, comment dire, euh, étouffée dans le système scolaire parce que la quête de soi dans le système scolaire, elle n'y est pas. Et du coup, en dehors, c'est vrai que ça me paraît important, en dehors de l'école, d'arriver à trouver justement un sens et des plaisirs et de mettre en valeur ce qui nous donne du plaisir et nous fait vibrer, quoi, encore une fois. Ouais, tout Ça à me fait. paraît vraiment important. Moi, je Ouais. sais que je m'étais cherchée beaucoup, du coup. Hein. J'ai eu beaucoup de mal à trouver ma place en tant que petite fille. J'ai essayé de me mettre en groupe, ça ne marchait pas parce que j'étais en retrait beaucoup, mais je me disais, bah, tout le monde est en groupe, donc je me mets en groupe parce qu'être seule dans un coin, ça ne va pas le faire. Donc, je me mettais avec d'autres, mais pour autant, j'étais extrêmement timide, donc je ne participais jamais. Du coup, je me sentais encore plus rejetée. L'histoire du vilain Du petit coup, canard. le vilain, ah ouais, mais le vilain petit canard, totalement. Ça, c'est. Je me sentais tout le temps incomprise, que ce soit dans ma famille ou à l'école. Et du coup, je me sentais juste bien quand j'étais avec des personnes qui me correspondaient, avec qui on pouvait vraiment avoir des discussions plus profondes, en gros, quand on était en duel, ça marchait bien. Ça Mm. marchait toujours très bien parce qu'il y avait une complicité qui s'installait. Et là, je pouvais enlever la carapace et être vraiment moi. Mais sinon, je devais tout le temps faire semblant. Et du coup, bah, pareil, se chercher dans l'adolescence et dans l'enfance en faisant des sports différents, en faisant des trucs artistiques différents. Et pareil, j'en ai trouvé aucun, mais je les ai tous essayés. Et ça a été une longue quête, oui. Mais dans tous les cas, effectivement, comme tu dis, il y avait quand même une quête de sens. Et quand le sens a été trouvé, après, le reste était facultatif, on va dire. Et Euh, en fait, ben, si on se sert justement de cette hypersensibilité que tu as en toi hein, depuis, alors, depuis toujours, on ne sait pas, mais en tout cas depuis petite fille, hein, c'est sûr. Justement, en quoi cette hypersensibilité-là a été un atout pour toi en tant que thérapeute? euh, en fait, l'hypersensibilité, on peut être déjà, c'est l'hyper-empathie. Mhm. Donc, c'est vraiment comprendre l'autre, sentir ce qu'il sent, tout en faisant la distinction entre soi et l'autre et ne pas prendre le mal de l'autre, mais en tout cas le sentir. Et c'est aussi avoir les sens développés. Donc, les sens développés, ça va être hyper auditif, ça va être clairvoyant, vraiment, ou très observateur. Ça va être par l'odorat, par le goût et par le toucher. Et moi, c'est clairement le toucher. Ça a toujours été le toucher. Ah ouais. Et évidemment, comme par hasard, j'ai fait de l'ostéopathie qui est basée sur le toucher. Et du coup, bah, ce sens-là, c'est encore plus développé. Euh, Ce qui aurait pu être un désavantage, mais en fait, au contraire, moi, je m'en suis servi comme un don que j'ai développé. Et en fait, maintenant, quand je touche quelqu'un,
je ressens physiquement ce qu'il ressent physiquement. Ah oui. Voilà. Ce qui fait que c'est un peu comme si à partir du moment où je vais mettre ma main sur la personne, ça y est, la connexion, elle se fait. Ouais. Et là, je sais. Et en gros, pendant une séance, je vais écouter la personne et je vais avoir pas mal d'indices, rien que de la voir arriver, rien que son énergie, rien que déjà, il y a énormément d'indices. Et encore plus quand on est sensible, où là, du coup, on va capter son stress, on va capter ses mimiques, on va capter le ton de sa voix. Et, euh, et après, j'ai toutes ces infos, je me dis, OK, j'aurai confirmation quand je l'aurai touché. Et en général, ça ne loupe pas, en fait, parce que je sais pas comment dire, mais à force, la peau de la personne, la manière dont elle réagit, rien que ça me donne en fait enfin, ça réunit toutes les pièces du puzzle qui font que ça y est, je comprends la personne. Je la comprends parce que je la touche. Et à partir de là, bah, la séance, elle se développe où je vais vraiment voir où ça coince parce que vraiment, ça va être le truc en moi qui va se serrer le plus et je vais me dire, OK, je vais d'abord là. Mon intuition, elle m'y guide aussi et je travaille là. Et, euh, et du coup, bah, le protocole que j'ai pu apprendre pendant mes études et que je détestais et que j'ai détesté tout le temps, je l'ai complètement viré dès que je suis arrivée. Enfin, on a gardé un petit peu une petite base, évidemment, il y a toujours une Ouais. structure. Yes. Mais là, c'est vraiment, il n'y a aucune séance pareille en fait. Et c'est vraiment, OK, qu'est-ce que ça me dit Je fonce vers là, alors qu'au début, la personne ne m'a pas du tout dit ça, c'est pas ça qu'elle attendait. Bon, après, bien évidemment, un patient qui va être très, comment dire, euh, très carré, très dans le concret. Euh, et qui vient parce que voilà, il fait du sport, il s'est tordu la cheville, vu qu'on lui répare la cheville, c'est clair, je ne vais pas partir dans tous les sens et je ne vais pas aller chercher la cause. Il s'est tordu la cheville, on va voir, il y aura peut-être deux, trois petites choses, mais je respecte son attente. Mais par contre, si effectivement il y a une ouverture, là, ouais, je me permets et c'est passionnant parce que du coup, souvent à la fin de la séance, je suis étonnée de ce qu'il en ressort parce que bah, la personne, elle s'est sentie comprise déjà. Après, voilà, peu importe qu'elle soit contente, soulagée, ravie, reconnaissante ou rien, ou perplexe, dans tous les cas, il s'est passé une ouverture parce qu'elle s'est sentie comprise. En Et tout cas, je te remercie vraiment de tout mon cœur d'avoir dit que l'hypersensibilité, c'est un don. Donc, effectivement, ben, en tant qu'hypersensible aussi, hein, j'en ai souffert pendant longtemps, et notamment l'enfance, l'adolescence, parce que on est ouais, submergé comme ça d'émotions, on ne comprend pas ce qui se passe. Et d'autant plus quand on a des gens en face qui nous disent oh là là, mais qu'est-ce que tu es sensible, toi. Alors là, on se sent évidemment le vilain petit canard. Mais tu vois, ce que tu dis, c'est génial. Et je pense que justement, ça va donner de la force aux parents qui ont des enfants hypersensibles de se dire que oui, il faut traverser. C'est un cheminement, une enfance, une adolescence qui est peut-être un peu compliquée, mais une fois qu'on le traverse, ça devient un don. Et, oui, et ce que tu as dit aussi, qui est vraiment, je pense, caractéristique aussi des hypersensibles, c'est que du coup, tu t'es fait confiance. Alors, tu as appris des techniques. Je le fais en coaching, c'est pareil. J'ai appris des techniques quand j'ai passé voilà, ma certification. Aujourd'hui, ben, on arrive à se faire confiance. Alors, toi, ça va être oui, dans le toucher. Moi, ça va être plus dans la perception des émotions voilà, par le cœur. Tu vois, enfin, chacun, on a mm, nos canaux, on va dire. Mais tu es un véritable capteur. Et le fait de te faire confiance, de faire confiance à ton hypersensibilité, aujourd'hui, enfin, c'est un atout qui est formidable. ah, mais oui, mais en fait, je supporterais pas de vivre autrement Ouais, maintenant ouais. et je suis trop contente d'être moi. Hein. Ça paraît, c'est pas du tout prétentieux quand je Ouais, dis bien ça. sûr. C'est pas prétentieux parce que je suis moi et que personne d'autre n'est moi, c'est tout. Je suis Ah oui. contente d'être unique. Mais ça me fait toujours penser à ce que tu m'avais raconté quand tu avais fait l'expérience, si tu Ouais. veux bien que je le raconte, Oui, bien sûr, bien sûr. en constellation familiale et que en constellation, on prend en quelque sorte le personnage qu'on est censé jouer et que tu avais vécu justement
la vie d'une mamie Oui. qui n'avait aucun ressenti parce que c'était sûrement un temps de guerre et du coup, aucune émotion. Et tu trouvais que la vie était tellement triste sans émotion. Et je te rejoins à 1000%. En fait, on est vivant quand on ressent ces émotions. Et oui, on est vivant aussi dans le malheur, dans la souffrance, et ça peut être extrême. Mais on est vivant dans la joie et on est vivant dans tout ce qu'on ressent. Et enfin, ouais, on est clairement pleinement dans la vie, quoi. Et non, je changerais pas ma place, quoi. Même si, effectivement, j'ai eu une vie qui a fait des montagnes russes tout le temps. Mais oui, c'est un don parce que justement, quand on trouve le sens, sa voix et que son don, on en fait quelque chose, euh, du coup, son émotion, c'est plus quelque chose juste genre, oui, j'ai une émotion. C'est une émotion qu'on ressent, qu'on vit, qu'on interprète, qu'on conscientise et ensuite, qu'est-ce que j'en fais? Et donc, du coup, en fait, la boucle est bouclée et là, ça devient utile, en fait. Alors justement, par rapport à ces émotions-là, est-ce que tu peux nous dire un peu les impacts de ces émotions sur le corps humain que tu peux rencontrer dans ton quotidien avec tes patients? Est-ce que tu aurais Ouais. quelques exemples à donner? Parce que c'est tellement fort, tellement puissant. Alors, c'est vrai on le palpe pas, on les voit pas, c'est pas un objet, mais c'est tellement puissant et ça a tellement d'impact sur notre corps que ben, tu es super bien placé pour nous raconter et tu as certainement des exemples significatifs sur le sujet. L'émotion, forcément, elle va se matérialiser dans le corps, en fait. Il faut forcément que ça passe par le ressenti pour la vivre, pour la capter. Donc, c'est obligé qu'une émotion, elle devienne physique. Ça ne peut pas être autrement. Et donc, en fait, c'est ce qu'on appelle le psychosomatique. Alors, ça peut devenir une maladie psychosomatique, mais sinon, le réflexe psychosomatique, il est pour tout. C'est pas, en soi, c'est juste le système nerveux qui fonctionne comme ça. C'est-à-dire qu'on va avoir une info, ça va devenir une émotion, ça va s'intégrer dans le corps. Donc, par exemple, une personne qui est tout le temps en train de réfléchir et qui se prend la tête va avoir mal à la tête et va avoir des migraines. C'est souvent des personnes qui justement sont pas ancrées et qui sont vraiment une énergie qui est hyper présente ici. Donc, tout se passe dans la tête. Après, ça va être une personne. Alors, l'exemple dont on avait déjà parlé, c'était il y a quelques années, c'était vraiment pour moi la patiente la plus facile du monde et en même temps la séance voilà, qui était vraiment d'une logique qui montre le psychosomatique au plus haut point. C'est une personne qui est venue plier en deux parce qu'elle avait mal au ventre, elle avait mal à l'estomac précisément. Et elle me disait, j'ai rien changé à mon alimentation, tout va bien, etc. Et j'ai creusé, il n'y avait rien. Et je lui dis, vous avez mal depuis combien de temps? Elle me dit, depuis 3 jours. Je fais, mais qu'est-ce qui s'est passé il y a 3 jours? Et elle me dit, c'est arrivé 1 heure après que j'ai été en conflit avec ma fille. Et là, elle me dit, maintenant que j'en parle, j'ai encore plus mal. Et donc, en fait, j'ai commencé à travailler son estomac tout en la faisant parler pour qu'elle conscientise son émotion. Et en fait, elle a dit, bah ouais, en fait, c'est ça qui m'a touchée par rapport à ma fille, etc., etc. Et au fur et à mesure de la séance, son estomac, en fait, mais rien qu'en parlant, presque à peine je faisais un point d'appui sur son estomac, et c'est tout. Et à peine, excuse-moi, à peine elle a commencé à parler que tout s'est dénoué. Et ça y est. Et vraiment, elle est partie de la séance et pour le coup, il n'y avait plus zéro douleur, quoi. Il n'y avait plus rien du tout. Et là, c'était flagrant. Bon, parce que la douleur, elle est apparue très récemment, donc tout est parti très vite. Mais c'était vraiment de 10 sur 10 à 0 sur 10 en partant. Et là, pour le coup, c'était vraiment émotionnel à 100%. Et Ah oui, donc, complètement. Ouais, complètement. impressionnant. Je ne m'attendais pas à un tel résultat. C'était le début de mon activité. Après, il y avait un autre patient, oui. C'était un patient qui était, pour le coup, très en colère, ça se voyait. C'était évident. Un patient que je suis depuis plusieurs années. Et là, il est venu, il avait extrêmement mal au dos, au bassin. Il avait plus ou moins une cystite, une infection urinaire, mais il avait le dos complètement verrouillé. Là, il n'avait même plus à respirer tellement ça le faisait mal. Et il m'expliquait qu'il était en conflit parce qu'il a dû revendre un conflit familial, en fait, où il a dû laisser sa boutique à quelqu'un de sa famille.
Et ça s'est mal fait, et bon, voilà, des affaires de famille et de travail en même temps mélangées. Et donc, du coup, il s'est senti trahi par cette personne-là qui, en gros, l'a arnaqué. Et donc, il m'expliquait vraiment, c'était ses mots, il disait, mais de toute façon, j'ai choisi de rester en colère parce qu'il faut qu'il le paye tôt ou tard. Et je me dis, si je lâche ma colère, ben, c'est comme si j'acceptais le truc. Ouais. Donc, je préfère rester en colère. Et je lui ai expliqué que la colère est destructeur et là qu'il était en train de se détruire en fait. Et petit à petit, il a commencé un peu à lâcher la pression et effectivement, son dos s'est relâché et ça allait de mieux en mieux, mais il avait vraiment, voilà, c'était flagrant. Et on dit que la colère, c'est le feu. Une cystite, c'est une inflammation de la vessie. L'inflammation, c'est le feu. Donc, c'est vraiment, on met en feu cette zone-là. Pour le coup, la vessie, on dit aussi que c'est le territoire. Tout le système urinaire est lié au territoire parce que, par exemple, on voit souvent les chiens uriner partout pour marquer leur Ouais. territoire. On est des animaux aussi et on fonctionne comme ça. Souvent, je dis les femmes, c'est souvent les femmes quand elles arrivent quelque part chez quelqu'un, elles vont d'abord aux toilettes avant de commencer la soirée. Et les hommes, ils aiment bien faire pipi sur les arbres. C'est ça. C'est ça, eux, c'est l'extérieur, dès qu'ils peuvent, parce qu'ils sont contents de pouvoir le faire. Mais voilà, du coup, on marque notre territoire comme ça. Et donc voilà, il n'y avait pas de hasard, c'était vraiment logique pour le coup qu'il avait ce genre de symptômes-là. Et il y en aurait des milliers parce qu'après, au niveau psychosomatique, il y a des choses aussi qui sont extrêmement positives. Tu peux justement être amoureux, avoir le cœur qui palpite, c'est juste du psychosomatique aussi, avoir des frissons. C'est directement le corps qui réagit. Et avoir les mains moites, c'est tout ça, voilà. Enfin, il y en a tellement, il y en a tellement. Mais même, des fois, ça peut être de l'eczéma, ça peut être ou une personne qui est mal dans sa peau et qui va développer de l'acné, par exemple. Tu vois, des fois, on ne pense pas, mais il y a des choses extrêmement subtiles, hein. Un bouton, c'est du psychosomatique aussi, d'une certaine manière, parce qu'après, c'est l'adrénaline, c'est les hormones qui se changent, qui se Ouais. régulent. Et est-ce que j'en oublie? Oui, j'en oublie Il y a certainement. beaucoup de mal de dos aussi, mal du siècle. Tu dois en voir beaucoup, je suppose. Oui, le mal de dos, la sciatique, on va dire que ça va être, je sais pas moi, 3 patients sur 5 qui Ouais. viennent pour ça. Et oui, et puis les gens qui se mettent une pression d'enfer et qui ont tout sur les épaules, tout sur le dos. Euh, et ça, oui, malheureusement, bon, c'est multifactoriel. Pour le coup, le mal de dos, il est aussi dû à la sédentarité, beaucoup. Là, cette année, c'était juste impressionnant avec tout ce télétravail. En fait, la plupart de mes patients venaient à cause du télétravail parce qu'ils sont devenus sédentaires. Et donc, du coup, ils ont fondu leur masse musculaire. Donc, il y a beaucoup de ça aussi. Mais malgré tout, des gens qui sont plutôt zen avec la situation, évidemment, ils vont se sentir un peu plus fragiles du dos, mais pas bloqués. Ouais. Quelqu'un qui se met une pression d'enfer, oui, les lombaires, on dit que c'est plutôt lié à la sécurité. C'est la base de la colonne vertébrale, donc c'est nos bases aussi, c'est notre fondement, c'est vraiment sur quoi on s'appuie. Donc c'est souvent, justement, par exemple, une mère ou un père qui va être presque à la limite du burn-out parce qu'il se met une pression d'enfer à vouloir gérer la maison, les enfants, le travail, à être sûr que les finances vont bien, à être sûr que La tout va charge bien. mentale dans toute sa splendeur. Voilà. Lui, elle, ils vont se dire, c'est comment dire, je dois tout tenir sur moi, je dois tout porter. Et du coup, là, ça crée cette pression, vraiment, du bas de la colonne sur le bassin. Je me mets toute cette pression et je porte tout, moi. Et là, c'est flagrant. Et puis, bim, ils vont me dire, mais c'est bizarre parce que juste, je me suis penchée et je me suis bloqué le dos. Et ouais. Non, c'est pas ça. C'est que vous n'êtes pas écouté du Mm. tout jusqu'à aujourd'hui. Mais c'était sûrement là depuis bien, 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 bien longtemps. Et là, oui, il a fallu, c'était la goutte d'eau. Mais c'était déjà là et c'était latent. Et puis oui, il a fallu du geste de trop, mais ça aurait été n'importe quoi, ça aurait été pareil, ça serait venu quand même. Euh, il y avait un manque d'écoute total et surtout un oubli de soi total en fait. Ouais. Et à un moment, le corps, il rappelle. Et c'est là que le psychosomatique, c'est très intéressant, c'est que c'est le mal-être du corps, il n'est pas là pour nous dire
tiens, si je te faisais mal, c'est pas ça. C'est plutôt, eh oh, en fait, là, tu as un corps. Rappelle-toi qu'il se passe des choses et il faut que tu t'arrêtes et que tu observes et que tu comprennes et que tu te détendes et que tu comprennes le truc, que tu ailles au bout et surtout, du coup, il y a une empathie envers soi, un altruisme envers soi. C'est OK, on arrête de se tourner vers les autres, on se retourne vers soi et là, on prend le temps de se Oui, comprendre. tout à fait. Et apprendre à s'écouter, ce n'est pas être égoïste. Ça aussi, je le répète souvent. Parce que si on ne peut pas s'occuper de soi, on ne peut pas s'occuper des autres. Donc, il y a des mamans Mais qui se mettent, tu vois, en burn-out comme ça. J'ai mis le jour où vraiment vous serez plongé dans le lit pour ne plus bouger, votre fils, il va faire comment? Donc, il faut s'occuper de soi. C'est comme, tu sais, mais oui, quand on dit dans les avions, quand on met, tu sais, le d'accord. masque, eh bien, il faut d'abord se le mettre en premier, alors que le réflexe, ce serait de le mettre à son enfant. Mais non, parce que si nous, on tombe évanoui, ben, on ne pourra pas aller bien loin. Exactement. Donc, voilà. Exactement. Et ça, Ouais, ça, ouais. ça aussi, c'est une belle leçon. Mm. Oui, puis en plus, comment aider l'autre quand soi-même on est désaligné, on est mal, les conseils vont être mauvais, ça va pas être juste, ça va pas être une vraie écoute parce qu'il n'y a pas une vraie présence. Donc de toute façon, on n'aide qu'à moitié. Euh, D'une part, on s'épuise, on s'oublie, mais en plus, ça aide pas vraiment l'autre, quoi. Et ouais, des fois, il vaut mieux faire une longue pause et revenir ensuite complètement, même si on est absent pour l'autre, les autres. Et oui, mais complètement. Enfin, après, on est d'accord. Alors, tu m'avais confié qu'à 25 ans, tu avais commencé bah, toi-même hein, à développer une maladie. Euh, Ouais. tu peux nous en parler un peu? Oui. Eh ben, j'ai voulu être comme tout le monde, du coup, hein, jusqu'à mes Mhm. 25 ans. Hein, j'ai cherché et j'ai renié qui j'étais. J'ai pas voulu m'écouter. Je voulais absolument me convaincre que j'étais comme tout le monde. Euh, alors qu'en moi, il y avait toujours justement le vilain petit canard qui disait non, mais tu trouves pas ta place, quoi. T'es pas comprise. Il y avait toujours ça en moi, mais je l'ai voilà, étouffé. Et donc, j'avais fait une belle carapace. Et puis en fait, c'est arrivé, pour le coup, pareil, c'est arrivé comme un mal de dos qui se bloque d'un coup. Mhm. C'était pas du tout d'un coup, en fait. Et un jour, on allait j'étais avec mon ex-compagnon, on allait voir un ami. Et, euh, et c'est un ami avec qui je me sentais jugée beaucoup. Et le jugement, c'est quelque chose que je supportais très mal déjà. Je m'y fais de plus en plus, mais c'est quelque chose qui a toujours été Mhm. vraiment douloureux pour moi. Parce qu'en plus, voilà, pour moi, c'est souvent. Il y a un grand manque de bienveillance et j'ai Ouais. besoin d'un climat bienveillant. Et bref, et du coup, là, je retournais voir cette amie et j'ai mis un pied dans son appartement. Et là, crise d'angoisse totale. Je me suis pas sentie et j'ai dit à mon ex-compagnon, faut qu'on reparte, ça va pas. Et en fait, à partir de là, je suis rentrée chez moi et j'ai jamais pu ressortir pendant 4 mois. J'ai appelé ça de l'agoraphobie parce qu'effectivement, je ne pouvais plus aller à l'extérieur du tout. Euh, je comprenais pas ce qui m'arrivait. Du coup, j'ai jamais pu l'expliquer aux autres. Et dans cette période qui a duré 4 mois de vrai isolement, enfin vrai isolement, j'ai quand même continué à travailler parce que voilà, en profession libérale, on n'a pas le choix. Et ça m'a aidé du coup à pas complètement Ouais. m'enfermer. Mais c'est tout en fait. Sinon, je voyais plus personne, même ma famille. Et, et cette période a quand même duré des années où j'ai guéri petit à petit, mais ça, c'est encore un petit peu en sourdine pour certains moments, mais maintenant je le vois comme un indicateur qui m'est plutôt Mhm. bénéfique. Et en fait, donc dans cette période, bah, j'ai perdu beaucoup d'amis parce qu'ils n'ont pas compris et parce que moi-même je ne comprenais pas. Et puis bon, ça a permis de faire un tri aussi parce que justement, j'étais plus la même personne en fait. J'ai explosé. En fait, ma carapace a explosé. Et donc, du coup, comme ma carapace a explosé, je me suis sentie complètement vulnérable. Je me suis dit, Ouais. waouh, qui je suis? En fait, tout ça, c'était que du faux. On appelle ça le faux self. On Ouais. en parle beaucoup quand on parle d'hypersensibilité.
Et du coup, je me sentais toute nue en fait et je pouvais plus sortir. Je me disais, mais non, mais je me sens trop fragile. Et en fait, c'était pas de la fragilité, c'était juste moi, sans toute cette couche de faux, comme les autres voudraient que je sois. Et du coup, petit à petit, ça a été un super indicateur parce qu'en fait, dès que j'allais quelque part, après au début, voilà, j'ai recommencé à sortir un petit peu. Alors, j'essayais avec une personne, deux personnes. Et au final, même aujourd'hui, c'est une manière de fonctionner que j'ai où je vais plus dans des grands groupes et je limite mes sorties où il y a de la foule. Et quand je le fais, c'est vraiment que j'en ai pleinement envie. Mais du coup, c'est vraiment un indicateur où quand je suis avec d'autres. Quand je vais faire un truc qui va justement être légèrement angoissant pour moi, je sens l'angoisse monter et je me dis, est-ce que c'est vraiment aligné avec qui je suis? Et donc aujourd'hui, tout de suite, je sens voilà, le truc genre panique, panique, panique. C'est peut-être pas une personne qui sera assez en accord avec moi, je vais peut-être l'éviter. Mais c'est pas, je le vois plus comme de la fuite comme avant, où c'était une vraie peur, une vraie fuite. Aujourd'hui, je le vois comme un baromètre en fait qui me dit bah voilà, là ça te fait peur. Alors est-ce que c'est juste une peur parce que tu connais pas ou est-ce que c'est une peur parce qu'il y a quelque chose qui est désaligné avec toi et qui fait que tu vas peut-être devoir faire semblant d'être quelqu'un d'autre quand tu vas y aller. Et quand je vois cette nuance-là, je me dis non, mais là, en fait, c'est parce que tu n'es pas vraiment toi quand tu es avec cette personne-là, et c'est pour ça que tu angoisses. C'est différent que d'avoir peur parce que voilà, des fois, on a un petit stress, comme encore plus quand on est sensible, il y a pas mal de choses qui nous stressent, la luminosité, les bruits, et voilà, c'est encore différent. Mais donc, voilà, c'est devenu un baromètre aujourd'hui. Mais ça a été, oui, une période on va dire, c'était presque un burn-out parce que je m'étais mis une pression monstrueuse aussi. Ça faisait 1 an que j'avais commencé mon activité d'ostéopathe. Je voulais être autonome financièrement, mais j'avais aussi mon prêt des études à rembourser, tout en sachant que mon activité démarrait pas. Je voulais être absolument autonome, indépendante, donc pas dépendre de mon copain. Enfin, et donc, ouais, je m'en mettais toujours plus. Je voulais que mes parents soient fiers de moi. Et puis à un moment, j'ai tout lâché, quoi. Je me suis dit, non, mais stop, arrête de vouloir surtout pas dépendre d'eux, surtout pas ci, surtout pas ça. Et voilà, il n'y avait que des obligations que je me mettais, que des pressions que je me mettais. Et à un moment, d'avoir arrêté complètement de vivre, on va dire, en quelque sorte, pendant quelques mois, ça m'a fait me rendre compte que la Terre continuait de tourner, qu'en fait, ça m'a permis d'accéder à un certain lâcher-prise aussi. Parce que je me suis dit, en fait, travailler, c'est pas si important. En fait, voir tout le temps des gens, c'est pas si important. Et ça m'a appris à dire non aussi. Et ça, c'est vraiment important parce que quand on est hypersensible, quand on est hyper empathe, on veut beaucoup aider et on ne sait pas dire non. Et du coup, là, j'avais pas le choix. C'était tellement impossible pour moi de sortir que je disais non tout le temps. J'avais l'impression de faire que ça. Je dis, bah non, je peux pas, bah non, je peux pas, non, non. Puis j'ai expliqué au début. Maintenant, après, j'ai arrêté d'expliquer. C'était non, je viendrai pas. Point. Et, et c'est salvateur de savoir dire non. Oh oui. Ça y est, on recadre sa vie, on Ouais, remet ses limites ouais. et on sait ce qui est bon ou pas pour soi. Ça permet de faire le tri aussi. Parce qu'à force de dire oui tout le temps à tout, on ne sait pas du tout qui on est parce qu'on ne sait pas ce qu'on aime. Et là, du coup, on se pose vraiment la question. On propose un truc, est-ce que c'est oui, est-ce que c'est non? Est-ce que ça me va, est-ce que ça me va pas? Et du coup, je pense que c'est aussi une manière de commencer à se connaître, à se comprendre Et à se respecter. et à Ouais. se respecter surtout. En tout cas, Complètement. merci pour ce partage parce que c'est vraiment puissant en fait enfin, la façon dont tu as eu cette émotion et ça parlera aussi aux parents, tu vois, qui sont des fois complètement désarçonnés face à leurs enfants qui ont des réactions parfois émotionnelles qui sont fortes Oui, et il semble parfois qu'il y ait des situations qui ne soient pas équivalentes en fait, proportionnelles pour eux en tout cas à la réaction émotionnelle. Et ça montre bien dans ton exemple de ce que tu as vécu, que si on est peut-être spectateur de la scène que tu as vécue, peut-être que la oui, personne va se dire c'est disproportionné, mais non, toi, l'émotion que tu as ressentie, elle était bien là, elle était bien réelle et il fallait absolument que tu en fasses quelque chose. Et ça, c'est super important pour les parents. Et notamment, tu vois, j'ai beaucoup de parents qui ont du mal à gérer ces émotions, souvent de leur ado. Et donc, en fait,
comment on peut s'y prendre lorsque notre enfant fait une crise de nerfs ou une crise d'angoisse, par exemple? Qu'est-ce que tu conseillerais aux parents? Comment ils peuvent s'y prendre? Déjà, je ne pense pas avoir la légitimité de parler en tant que parent, mais par contre, je l'aurais à parler en tant qu'enfant qui aurait aimé voir ça de mes Oui. parents. Mhm. J'aurais aimé voir leur vulnérabilité à eux, en fait. Mhm. Parce qu'il y a beaucoup de culpabilité à vivre ces émotions très fortement. Et, et je sais que quand j'étais angoissée, d'une part, je savais pas ce que c'était. J'avais juste mal au ventre. En fait, je croyais que c'était ça. Et puis ma mère me dit, bah, t'as mal au ventre. Mhm. Et puis voilà. Et c'est tout. Il n'y avait aucune compréhension de l'émotion. Je voyais bien qu'il y avait une panique en moi, mais d'une part, j'étais la seule à vivre dans toute ma famille, donc c'était une incompréhension vis-à-vis de moi, une culpabilité, parce que je me suis dit, mais pourquoi moi je vis ça aussi extrêmement? Tu vois, ça m'est presque en colère de le redire, parce que c'est pourquoi moi je vis tout ça extrêmement, et pourquoi tout le monde à côté est complètement neutre, pourquoi personne ressent comme moi je ressens. Et il y avait toujours ce décalage en me disant, c'est quoi mon problème? Donc déjà, si seulement j'avais pu avoir un de mes parents me dire, mais moi aussi je ressens ça. Et en plus, je l'ai appris après coup, mais mon père était quelqu'un d'extrêmement angoissé. Et si un jour il m'avait dit, mais tu sais, moi aussi j'ai des angoisses et c'est normal d'avoir peur en fait. D'avoir cette transparence en fait, de montrer que déjà, il n'y a pas l'adulte et l'enfant, et l'adulte, il a tout géré, et l'enfant, il a plein d'émotions qu'il a à régler. En fait, non, l'adulte, il a rien géré, il a aussi des émotions, mais c'est juste qu'il veut pas se l'avouer, et il veut surtout pas le montrer à ses enfants. À un moment, il faut se remettre au même niveau, et avoir cette transparence-là, d'expliquer aussi, de dire que déjà, avoir des émotions, c'est normal. Mhm. Tu vois, c'est ce qui s'est passé. Bah, justement, j'ai eu un patient la semaine dernière, un petit garçon. Sa maman était super inquiète parce que justement, il avait très mal au ventre. Et ça a été presque une thérapie aussi pour moi de faire cette séance. C'est parce que elle me disait, je comprends pas, on a vu le médecin, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Et puis j'ai fait parler le petit garçon, et le petit garçon, il chuchotait, il n'arrivait même pas à parler. Et pour moi, du coup, ça m'a semblé évident. C'est en fait, il n'arrive même pas à exprimer ce qu'il a en lui. Donc ça va tout dans le ventre, hein. Et du coup, j'ai regardé le petit garçon et je lui ai dit, mais tu sais que tu as le droit de ressentir tout ça, que tu sois un garçon ou une fille d'une part, c'est pareil. Et ensuite, tu as le droit de vivre tout ça. Tu as le droit d'être triste, tu as le droit d'être en colère, tu as le droit d'avoir peur. Et puis en plus, c'est vrai qu'en ce moment, tout le monde a peur, donc c'est tout à fait normal que tu aies peur. Mais vraiment, tu as le droit, quoi. Et c'est normal. Et c'est normal que du coup, ça serre dans ton ventre et c'est normal que tu n'arrives pas à respirer. Mais vraiment, dis les choses. Dis-le que tu as peur, dis-le que tu es en colère. Et petit à petit, il s'est déridé au niveau de son visage. Et puis voilà, son mal de ventre, il est passé au fur et à mesure de la séance et il a retrouvé le sourire. Et sa voix avait changé à la fin de la séance. Parce que c'est juste ça, c'est aussi simple que ça. C'est déjà s'autoriser à vivre l'émotion. Et si une angoisse est devenue une crise d'angoisse, c'est parce que c'était une petite peur au début et qu'on n'a pas laissé exprimer. Et du coup, elle a grandi en anxiété et ensuite en angoisse et ensuite en crise d'angoisse. Et, euh, et donc, en fait, c'est justement exprimer au fur et à mesure les choses. Et quand on permet à l'enfant de lui dire, bah ouais, si tu as de l'angoisse, c'est parce que tu as peur, tu as plein de peur en toi. Et c'est normal. Bah, du coup, ça permet enfin cette autorisation-là. Et si on pouvait éviter d'en arriver à une telle souffrance, comme moi j'ai vécu l'agoraphobie ou la dépression, comme un petit peut vivre une crise d'angoisse, c'est justement de lâcher la soupape au fur et à mesure et d'éviter vraiment d'en arriver à ce stade-là. Mais quand on en arrive à ce stade-là, c'est déjà de dire, bah ouais, il y a tout ça en toi et c'est normal que ça explose là. Mais vas-y, lâche tout. Et, euh, et ça me fait penser à autre chose, si on a encore un peu de temps, tu me dis. Oui, oui, vas-y, oui, oui. Ouais. Et ça me fait penser à... C'était Fabien Roussel, qui est un petit peu connu sur Internet, qui est un hypersensible spécialisé surtout pour les hommes, du coup. Et il racontait son enfance et lui, il est vraiment, vraiment, vraiment hypersensible. C'est impressionnant quand on l'écoute parler de son enfance. Et il disait que justement, un jour, il voyait sa mère inquiète et il va la voir et... Non, elle était triste, je crois. Elle était triste et il va la voir et dit, bah, maman, qu'est-ce que t'as? T'es triste? Et sa mère lui dit, non, non, tout va bien, t'inquiète pas.
Donc lui s'est dit, mince, je sais pas juger les émotions. Et en plus de ça, elle me dit de pas m'inquiéter, donc c'est qu'il y a quelque chose à s'inquiéter. Du coup, il a entendu ça comme message. Et du coup, il va voir son père pour trouver une réponse quand même, parce qu'il voit bien qu'il y a un malaise. Et son père était en colère, et donc il lui dit, bah, papa, t'es en colère. Et il dit, non, mais non, je suis pas en colère, en l'envoyant balader, va dans ta chambre, laisse-moi tranquille. Et donc, du coup, lui, il était là face à, bah, je sais pas du tout cerner les émotions vis-à-vis, visiblement, je me trompe complètement. Et, donc, d'une part, j'ai faux, et ensuite, bah, il n'était pas au clair avec lui, du coup, ses émotions. Et je trouve ça extrêmement parlant parce que oui, là, le parent, il a un rôle extrême à jouer de cette clarté de ses propres émotions vis-à-vis de l'enfant. Qui, du coup, c'est grâce aux parents qu'il apprend. Il est par mimétisme. Il grandit par mimétisme, l'enfant. Mais du coup, si le mimétisme, c'est de dire que tu n'es pas en colère quand tu parles comme ça, à un moment, il y a une complète incompréhension. Et donc, voilà, c'est d'être clair avec ses propres émotions et de les dire et d'exprimer à l'enfant, oui, moi aussi, j'ai des émotions. Donc, d'une part, c'est normal parce qu'on a besoin de savoir que bah, on peut ressembler à ses parents parce que c'est notre premier modèle. Et que le parent dise, bah ouais, en fait, je ressens des choses comme ça à tel moment. Ça ne veut pas dire qu'il faut identifier le parent à l'enfant et de dire qu'ils sont pareils parce qu'il faut qu'il trouve son identité, l'enfant, mais de lui dire que ce qu'il vit, déjà, ça ne le définit pas et que c'est passager, mais que c'est une émotion qu'il a le droit d'avoir. L'autorisation à soi. C'est tellement juste tout ce que tu dis. Et c'est vrai que quand on est parent, on commet parfois ces erreurs. Et j'avoue que je l'ai fait aussi parce on veut préserver en disant non, je suis pas triste. On veut pas qu'il soit triste à son tour de nous voir triste. On veut préserver. Mais c'est très juste. C'est pas leur rendre service en fait du tout pour toutes les raisons que tu as dit. Et c'est marrant parce que ce matin au petit déjeuner, je regardais une vidéo d'un gars qui expliquait et ça complète en fait tout ce que tu viens de dire. Qui expliquait, tu sais, le cerveau gauche, le cerveau droit avec des enfants. Alors ça marche aussi avec les adolescents, hein, parce que jusqu'à 20 voire 25 ans, le cerveau est toujours en train de continuer à se former. Et donc chez les enfants, le cerveau de la logique, le cerveau gauche, le cerveau très voilà, rationnel, il n'est pas encore formé. C'est pour ça qu'ils sont souvent dans l'autre cerveau droit, là, dans l'imaginaire. Ouais. Quand ils ont des peurs, par exemple, tu sais, un enfant qui, et souvent ça arrive, les enfants qui ont peur le soir, qui voient des monstres dans leur chambre, tout ça, les parents souvent disent mais non, le monstre n'existe pas. Là, ils font appel au cerveau qu'ils n'ont pas encore développé en fait. Donc, ça ne peut pas fonctionner le truc. Donc, et comme tu dis, plutôt accueillir l'émotion, parler de l'émotion, de ce qu'il ressent, de cette peur, et en jouer un petit peu, là, pourquoi pas la nommer, lui donner un prénom rigolo, pour voilà, dédramatiser le truc. Mais tu vois, c'était très passionnant dans cette vidéo que j'ai regardée, qui explique effectivement, on ne peut pas attendre des enfants la même chose que nous, quoi. C'est pas possible. Et oui, et oui. Mm. Et puis en plus, c'est pas rendre service non plus à l'adulte de toujours tout vouloir rationaliser parce qu'à un moment, il est bloqué dans son cerveau gauche aussi. C'est clair. Et gardez votre âme d'enfant. Oui, mais tellement. Bon, ben écoute, Florence, pour terminer, je termine toujours par une question. Quel serait le conseil que tu donnerais aux parents de façon générale si tu devais en donner qu'un seul? Bah, je pense que c'est ce que je viens de dire, c'est Mm, soyez transparent. ouais. Soyez vraiment transparent. Ça ne veut pas dire Soyez larguer vrai. toutes vos émotions à votre Soyez enfant, vrai. Ouais. Mm, mais juste soyez honnête avec vous-même et comme ça, vous montrerez qu'ils peuvent, eux, les enfants, être honnêtes avec eux-mêmes. D'arrêter de raconter des histoires, de se raconter des histoires comme voilà, on voit un monstre, et ben ouais, ben pourquoi pas, tu vois un monstre, ok, on va jusqu'au bout du truc. Voilà, je dirais vraiment ça. Et puis du coup, bah, comme on vient de parler de l'âme d'enfant, de garder son âme d'enfant, c'est aussi ça, c'est revenir au même niveau un petit peu, arrêter de faire une démarcation entre l'adulte et l'enfant. Et peut-être à un moment, arrêter de se dire que
il y a le monde des adultes et le monde des enfants. En fait, on est juste des êtres humains et on ne vit pas tous les mêmes choses au même moment. Il y a effectivement une phase d'apprentissage chez l'enfant et on a plus appris en tant qu'adulte, mais en tant qu'adulte, on apprend toujours. Et les enfants nous apprennent et les adultes nous apprennent aussi, mais il n'y a pas, enfin voilà, moi je vois pas les choses comme enfant-adulte. Pour moi, c'est pas ça. C'est que des personnes qui sont différentes, comme on peut avoir différentes couleurs de peau. Bien sûr, il y a des bases fondamentales, je dis pas le contraire. Oui, un nourrisson, il a besoin de ses parents à 100%. Il n'a pas d'autonomie, bien sûr. Voilà, je ne veux pas dire ce que j'ai pas dit, mais en tout cas, il y a vraiment aussi juste à dire qu'on est juste des adultes à différents moments de l'évolution. Tout comme un adulte et une personne âgée vont pas avoir les mêmes discours. Pour autant, on va pas en faire une démarcation, tu vois. On va pas se dire, bah, tiens, oui, moi je suis un adulte et puis lui c'est une personne âgée et comment je me comporte avec cette personne âgée. Même si oui, on se la pose un peu parce qu'effectivement, le discours est différent, mais ça va pas être aussi démarqué que enfant-adulte. Tu vois ce que je veux dire? Oui, tout à fait. D'autant plus que moi, je dis toujours que c'est l'enfant qui nous éduque et pas le contraire. Donc, tu vois, Bah ouais. ça me va tout à fait ton conseil. Mais écoute, merci infiniment, Florence. Donc, pour te Merci. retrouver, on te retrouve sur ton site chemin-de-la-santé.canalblog.com Ouais. ainsi que sur ta page Facebook, donc Florence Avornin, ostéopathe, et Ouais. pour prendre rendez-vous avec toi sur Doctolib directement. Et venir nous voir au cabinet de Venir Nancy nous voir au cabinet, Couronne. ouais. Si on n'est pas confiné, ouais. Voilà. En tout cas, merci beaucoup et puis à très vite. À très bientôt.